C'est une tâche impressionnante qu'il faut accomplir pour nos concitoyens. Il est hors de question pour moi de me jeter dans cette bataille avec les yeux ouverts du ravi de la crèche. Je vais donc demander une série d'audits, une série d'études spécifiques qui garantiront de l'action publique et de sa vérité et véracité, comme je l'ai annoncé pendant la campagne électorale. D'abord, je demanderai à M. Jules Nissen, directeur général des services de la ville de Montpellier, de prendre la direction des services de l'agglomération de Montpellier. Et je recruterai, séance tenante, un nouveau directeur général pour la ville. Ensuite, je demanderai à M. Finat, directeur actuel de l'agglomération de Montpellier, de prendre la direction de l'office public HLM-ACM. En même temps, je lance le recrutement de 2 directeurs de cabinet. Un directeur de cabinet à la ville de Montpellier, un directeur de cabinet à l'agglomération de Montpellier. Certains m'ont dit il faut mutualiser. Nous verrons ça en marchant. Il est hors de question pour moi aujourd'hui de mutualiser. Ce sont 2 institutions différentes, avec des compétences différentes qui s'adressent à des publics différents. Et je ne souhaite pas que l'amalgame soit fait de façon trop rapide entre la ville de Montpellier. En attendant, j'ai demandé à 2 politiques qui portent la mémoire des institutions d'assurer la transition par leurs conseils éclairés. Daniel Boulet, qui a rejoint mon cabinet en tant que conseiller politique et conseiller communication à la mairie. Et j'ai demandé à François Delacroix, ancien directeur de cabinet, ancien directeur général des services de l'agglomération, pour une mission de conseil de 6 mois, renouvelable, de venir m'apporter son expertise à l'agglomération. Quand on a affaire aux institutions, on peut modifier beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout. Je rapatrie au cabinet du maire 4 grands services. Le protocole, la communication, les relations internationales, pour lesquelles il n'y aura pas d'adjoint, seulement un conseiller municipal, parce que ce département sera rattaché au cabinet du maire et à la gouvernance du maire personnellement. Je ne souhaite pas que l'on dise des élus de Montpellier qui passent leur temps en voyage. Par contre, il y a des voyages à faire, parce que nous avons des villes jumelles, parce que nous sommes présents dans des congrès, parce que la ville doit être représentée à sa juste valeur de façon internationale. Mais cela doit se faire avec tact et mesure, et dans le respect de la dépense publique. Donc tout ça sera sous la gouvernance cabinet du maire.
Donc 4 grands compartiments. Le protocole, la communication, les relations internationales et les relations avec les quartiers, en liaison avec les adjoints de quartier, qui seront au nombre de 7. Comme reste à la communication jusqu'à la fin de son contrat, au mois d'octobre. C'est ça, Benoît? Mois d'octobre. Si le travail de monsieur, et je suis en transparence avec lui puisque je lui ai dit, si le travail du service communication de la ville me convient, je resterai comme je suis. S'il ne me convient pas, je le changerai. Même chose pour l'agglomération de Montpellier, où j'ai déjà modifié un certain nombre de paramètres liés à la gouvernance des comptes rendus à la presse sur les différentes rencontres. Parce que dans la charte anticorps, il y a aussi le fait de rendre public. J'ai demandé à M. Delacroix une mission d'expertise de 6 mois renouvelable pour l'agglomération de Montpellier, dont il a été directeur de cabinet, directeur des services. Il connaît bien l'institution. Et bien sûr, avec une série de missions internes que je lui ai confiées. Vous avez annoncé hier arrêter tout travail avec l'agence provençale. Oui. Inédit. Qu'en est-il de Sans Montpellier inédit. Limited? Nous allons arrêter et stopper immédiatement, comme nous l'avons dit pendant la campagne, Montpellier Unlimited. Qui, je le rappelle, est sous la houlette de M. Provencel et de Sans Inédit. C'est un contrat qui courait sur combien d'années? C'est final. C'est un contrat qui était renouvelable annuellement, ou interne. Oui, c'est juste le marché de la communication institutionnelle. Et concernant les autres marchés de l'agence Sans Inédit, à la TAM... Je m'en tiens pour l'instant à ce que je vous ai dit. Je ne suis pas un surhomme. Je me lève à 5 heures tous les matins. Je travaille toute la journée avec Max Lévita. Le plafond de notre maison ne nous tombera pas sur la tête parce que nous sommes à la mairie toute la journée et à l'agglomération. Donc nous avançons peu à peu et je vous rendrai compte. Je remarque d'ailleurs que le projet sur OZ proposé par l'agglomération de requalification de l'école de commerce ne s'appelle pas Unlimited, il s'appelle Sud de France. Que la gare de la Mogère, elle ne s'appelle pas Unlimited, si elle se fait, elle s'appellera Sud de France. Donc, Unlimited n'a pas servi aux entreprises. Elle a servi à de l'autopromotion, vous le savez bien. C'est une campagne de teasing qui a été orchestrée sur toutes les chaînes de télé parce que c'est difficile de gagner un point de notoriété en politique. Moi, ça fait 20 ans que je creuse tous les jours pour gagner de la popularité, pour rencontrer les gens. Alors quand on veut sauter les étapes, on est bien obligé. J'ai parlé de la mutualisation des cabinets. Oui. D'accord. Et sur les cabinets politiques, je considère qu'aujourd'hui, ce serait une erreur de les mutualiser parce que la gouvernance politique de l'agglomération aujourd'hui se fait avec les maires. Et la gouvernance politique de la ville se fait avec les adjoints de la ville. Donc nous sommes sur 2 domaines qui sont un peu différents et il faut le temps que les gens travaillent ensemble. Le fait d'avoir la même personne à la tête des 2 institutions va rapprocher peu à peu l'ensemble des problématiques liées aux différents élus. Donc il faut donner le temps au temps. Il faut que nous ayons... Moi, bien sûr, nous nous sommes proposés d'être très transparents dans notre façon d'exercer le pouvoir, bien sûr. Mais je n'anticipe pas sur le résultat des audits. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir une radiographie très claire de la situation pour pouvoir mettre en pratique des politiques publiques
qui correspondent à la fois aux souhaits de la population et à la capacité des institutions à répondre à ces souhaits. C'est surtout cela, les audits. Ce n'est pas pour porter au pilori monsieur un tel ou madame truc. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Si j'avais dû orchestrer des chasses aux sorcières à répétition, je ne m'y serais pas pris de cette façon. Ensuite, j'ai lu dans la presse que les cabinets avaient été bousculés à l'agglomération, à la ville. Mais c'est normal, attendez. Dans l'administration américaine, lorsqu'un président de la République, lorsqu'un président des États-Unis est élu, toute l'administration change. En France, ça ne se fait pas comme ça. Seuls les cabinets politiques sont modifiés. Mais c'est normal. D'ailleurs, les collaborateurs de cabinet ont des contrats spécifiques qui s'arrêtent le jour où la personne qui les a embauchés perd les élections ou change de carrière. Tout ça est normal. Vous avez une idée du calendrier pour les audits? Ça va prendre combien de temps à peu près? Le plus vite possible. Mais Le encore plus vite possible, le plus vite possible. Et il y a Tout pas ce que je d'audit vous dis là, spécifique sur- pardon. je vais le lancer dès le début de la semaine. D'accord. Sur Montpellier Danse, il y aura des changements. Forcément. Parce que il faut que Montpellier Danse se renouvelle. Il faut que M. Montanari pense à sa succession. C'est l'intérêt du festival. C'est l'intérêt de Montpellier. M. Montanari est un grand monsieur dans la danse. Il a fait le grand festival de Montpellier Danse. Il a porté sur les fonds baptismaux nationaux de la danse et internationaux. Mais au bout d'un moment, il faut changer. Frêche disait, pour que rien ne change, il faut que tout change. Il faut que tout change pour que rien ne change. Eh bien, ça en fait partie. Voilà. Après, je ferai pas de... Je pourrais mal le prendre que Mathilde Monnier se soit affichée sur la liste de M. Moore. Vous voyez, je vous en parle même pas. Quelles sont vos intentions concernant la 5e ligne de tramway? Et plus précisément, vous avez dit que vous souhaitiez de toute façon finir le jeu de paume. Est-ce que ce tronçon qui fait partie de la 5e ligne peut être détaché du reste? Absolument, le tronçon peut être détaché du reste. Sur la 5e ligne, je proposerai de refaire une DUP, un moratoire d'abord, une DUP après. Mais vous le savez, j'ai deux obsessions en matière de tramway. D'abord, finir le tronçon du jeu de paume, qui d'ailleurs commencera au mois de juin. C'est ça, M. Fina? Au mois de juin. Oui, oui, tout à fait. Les travaux vont commencer au mois de juin. Je ferai une conférence de presse spécifique pour vous indiquer le timing très précis, parce qu'il faut que les commerçants, les riverains, l'ensemble des usagers et des Montpelliérains et des habitants de l'agglomération soient informés. Et la deuxième chose, c'est la connexion avec la mer. Comment voulez-vous qu'une grande ville comme la nôtre, qui a des enjeux touristiques à remplir, qui a une économie à soutenir, ne soit pas connectée avec la mer? Eh bien, je ferai tout mon possible pour y arriver. Et je sais que sur ce point, je peux compter sur plusieurs énergies. Moi, l'important pour moi, c'est les deux connexions qui sont fondamentales. Le bouclage du jeu de paume, parce que les commerçants en ont besoin, parce que la ville en a besoin, parce que l'agglomération en a besoin. Et puis, la seconde chose, c'est la connexion à la mer, parce que ça, c'est indiscutable. Est-ce Le que... train. Pardon. Le tramway à 1 euro, c'est envisageable pour la rentrée 2014 par exemple? Nous allons mettre en place le tramway à 1 euro. Nous ferons ce que nous avons dit. J'ai hier soir demandé à Madame Isabelle Gianiel, adjointe au maire de Pérols, ingénieure de métier. Parce que hier, il y a des compétences qui ont été mises en place. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer tout ça, parce qu'en assemblée publique, on ne peut pas tout dire. Et Madame Gianiel est ingénieure sur l'eau, ingénieure technique. Elle a de grandes compétences sur tout ce secteur-là. Et je lui ai confié les transports et la mobilité. C'est pas pour rien si aussi elle est adjointe à Pérols et que c'est le terminus de la ligne 3. C'est donc la volonté d'être cohérent et de mettre les bons acteurs aux bons endroits.
Et en même temps, sur TAM, j'ai demandé à Abdi El Kandoussi, qui est architecte de profession, qui est un homme que vous connaissez bien, puisqu'il a fait toute la campagne avec moi, qui est un honnête homme, d'organiser le tramway à 1 € et la diminution des abonnements pour l'ensemble des Montpelliérains. Manuel Valls, c'est mon ami. Voilà. C'était mon ami quand il était maire d'Evry. C'était mon ami lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. C'est toujours mon ami depuis qu'il est Premier ministre. Il m'a d'ailleurs félicité, très gentiment, de la victoire aux élections à Montpellier et à l'agglomération. Manuel Valls secoue le cocotier du millefeuille institutionnel et politique français, en disant il faut que le pays se réforme. Vous savez, ce que dit Manuel Valls, c'est ce qu'écrivait Georges Frêche dans La France ligotée, hein. Ni plus ni moins. Faire de grandes régions qui dialoguent avec de grandes agglomérations et on élimine les départements du jeu. Alors il y a une fronde des maires, des députés socialistes qui se sont mis contre lui. Moi je vous dirais que j'ai une position très neutre vis-à-vis des réformes actuelles. Wait and see, c'est ma position. En plus, je ne veux surtout pas m'imbriquer dans des querelles socialo-socialistes. Moi, je ne veux pas être arbitre des élégances des différents courants du Parti socialiste. Le Parti socialiste nous a dégagés, nous lui avons donné une leçon. Voilà, ça me va. On va en rester là. Mon but n'est pas d'enfouir la tête dans le sable, leur tête dans le sable. C'est pas mon but. Mon but, c'est de construire Montpellier et l'agglo. Et de la rendre compatible avec la compétition internationale, à la fois sociale et économique. C'est ça mon but. Je ne suis pas animé d'un esprit de revanche outrancier envers le Parti socialiste. C'est ma famille politique, mais la famille politique socialiste est occupée aujourd'hui par un parti socialiste abscon. Voilà. L'idée est occupée, si vous voulez, la coquille socialiste est occupée par un Bernard l'ermite qui n'a plus ni queue ni tête. Donc c'est plus Cambacérès que Cambadélis. C'est beaucoup plus Cambacérès que Cambadélis, absolument. Pour en venir 30 secondes au tramway, si on va sur Mars, par contre, il s'arrête à Odysseum, est-ce que là aussi, c'est pas une aberration de l'avoir arrêté à Odysseum et de ne pas aller jusqu'au Zénith, jusqu'à Grammont, jusqu'à... Mais il y a des projets de prolongation de cette ligne, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Pour moi, je le répète une fois de plus, l'important, c'est de finir le bouclage du jeu de pommes. Et ça va commencer au mois de juin. Donc, à la fin des travaux, nous aurons fini l'intrado de la ville en termes d'équipement tramway. Comme d'ailleurs demain soir au conseil municipal, nous aurons le vote d'un 21e adjoint parce que plusieurs circonstances m'ont poussé à le faire. Plusieurs circonstances qui sont de l'ordre de l'interne, du fonctionnement interne de l'institution. Je ne vais pas aller dans le détail, mais off, parce que certaines choses que j'avais prévues auraient pu être taxées de conflit d'intérêts pour certains adjoints, parce que leur boulot recouvrait un peu certaines prérogatives des adjoints. Donc pour éviter toute problématique sur ce sujet, j'ai préféré créer un 21e poste d'adjoint qui sera confié demain, vous le saurez en conférence de presse demain matin, à la mairie, à une femme de notre équipe qui sera adjointe, 21e adjointe. Donc pour M. Audrin, il en va de la même procédure. Pour ce qui est de la politique de la ville, c'est tout ce qui concerne les CUCS, c'est ce qui concerne toute l'aide sociale, associative et sécurité sur la ville. Et
dont une partie se trouve à la ville et que la loi va rapatrier à l'agglomération. Et vous savez que Mme Dardet a travaillé dans les collectivités territoriales au niveau du social, à la mutualité, à l'agence régionale d'hospitalisation et à Languedoc Mutualité. Et elle est habitante de Castelnau-le-Lez, que je considère être comme une ville voisine, sœur de la ville de Montpellier. Donc elle est parfaitement à même d'évaluer la politique de la ville. Par contre, sur l'équilibre politique et l'affichage de la gouvernance sur l'agglomération, moi je suis président de l'agglo d'Hiver Gauche, Madame Dardet, femme première vice-présidente d'Hiver Droite. C'est un équilibre qui passe au travers de toutes les assertions et les positionnements partisans. Elle n'est pas d'hiver droite, elle est UMP. Elle est d'Hiver Droite. Ah bon? Oui, j'ai lu que c'était UMP ce matin, c'est une erreur. Elle est d'Hiver Droite. Vous parliez d'économie tout à Et l'heure. on a dit que M. Messou, la Serme n'est pas une république autonome dans la République de Montpellier. La Serme est l'organe opérateur de l'aménagement de la ville et pour une partie de l'agglomération. Donc, il faut tout mettre en ordre pour... Donc je sais que la commande avait été uniquement le territoire communal. C'est qu'Ivigano avait dû répondre à cela. Mais c'est une aberration totale. On ne peut pas, en termes de flux, en termes de connexion, en termes de canopée, en termes de trame bleue, en termes de bassin de rétention, parler d'une ville et en oubliant son agglomération. Une autre question, si les audits déterrent un certain nombre de cadavres, vous allez demander des comptes? Si il y a des choses qui sont justiciables et qui impactent le bien-vivre des Montpelliérains, je demanderai des comptes. Si c'est pour des règlements entre personnes, ça n'a aucun intérêt. Uniquement ceux qui pourraient interférer dans une spoliation du bien public. Mais spoliation est trop fort. C'est une mauvaise utilisation du bien public. Ça va se traduire comment? Ben nous sommes la seule ville de gauche au sud, entre Lyon et Bordeaux, et l'ouest. Nous sommes la 8e ville de France et nous avons proposé un schéma politique pendant cette campagne, qui est un nouveau schéma. Le Front National, pendant toute la campagne, a reproché aux partis traditionnels de présenter contre eux un front uni qu'ils ont bâti, l'UMPS. Eh bien, nous sommes quelque part la réponse républicaine, la réponse citoyenne, une réponse d'hiver gauche écologiste à cette proposition politique que plaque sur les partis traditionnels le Front National. Donc comme La Rochelle et comme Grenoble, encore une fois. Oui, mais enfin, nous ne boxons pas dans la même catégorie. Et puis attention, Grenoble a eu l'apport au premier tour de Europe Écologie Les Verts, ce qui n'est pas notre cas. Pas notre cas. Et puis pour La Rochelle, M. Fontaine, qui est allé aux élections primaires et a perdu. Après, il a gagné. Mais il a perdu les élections internes du Parti Socialiste. Nous sommes mis en dehors très rapidement. Nous n'avons pas participé au processus de désignation. Nous l'avons dénoncé. Et nous avons fait... mais La Rochelle, c'est 60e ville. Nous sommes 8e. Nous sommes un cas unique en France. Et d'ailleurs, je profite que vous êtes là pour vous dire que la presse nationale a mis en place avec nous une omerta scandaleuse. La presse nationale n'a parlé que de Béziers. Et notre exemple citoyen d'hiver gauche écologiste unique dans le pays a été passé sous silence.
Pas dans Le Monde et dans Libération quand même. Très peu. Libération, un petit article d'Antoine Guiral, la semaine dernière. Très beau l'article. Montpellier s'est fait sa révolution municipale. Ah, après Mais coup, page 8, et après coup. Moi, ça, je sais le faire. Donc, pendant la campagne, Le Monde absent, Libé absent, Le Point un peu, Le Figaro un peu, L'Express un peu. Il y a au moins 10 articles. Oui, monsieur Molina. L'Express, l'Express, je parle de la presse écrite. Je ne parle pas, si je rajoute les journaux internet, vous avez raison. Mais sur la presse écrite. C'est comme ça que ça s'est passé. La presse locale et régionale a été beaucoup plus importante, à mon avis. A été La présence de la presse locale et régionale a été beaucoup plus choquante, puisqu'elle avait le nez sur l'événement et qu'elle l'a ignoré autant que la presse nationale. Non. Non, la presse régionale, à mon sens, a fait globalement son travail. Mais Le Monde, Libé, ils étaient où? Ils étaient où? Et nous parlons là que de la presse écrite. RMC, où? LCI, une fois. BFM, une fois. Antenne 2, 0. France 3, oui. Présent. Localement et nationalement. Mais les autres absents. Alors que nous avons porté sur les fonds baptismaux de la politique un nouvel exemple, une nouvelle façon d'organiser le combat politique. En fait, c'est pas nouveau ce qu'on a fait. On est revenu un peu aux bases de la démocratie, on rencontre les citoyens, voilà, on a fait le travail, tout simplement. On ne s'est pas contenté de s'abriter derrière un logo, en disant on sera élu. On est allé conquérir. Mais cet exemple dans une grande ville, aujourd'hui, il est unique. Et vu l'exploit, parce que nous sommes passés au premier tour de, corrige-moi si je dis une connerie, de 17 000 voix à pratiquement 30 000 voix au deuxième tour. Mais vous vous rendez compte ce que c'est, sans parti politique? 10 points et demi, et sans alliance avec un parti politique. Et là, la presse nationale, muet, comme des carpes. Donc vive la PQR. Et la PQR, elle a été... Mais sans alliance. Grenoble, il y a l'alliance avec Europe Écologie Les Verts. Grenoble, il y a Europe Écologie Les Verts. Monsieur le maire, il faut quand même être sérieux. Les moyens de pression de l'agglo et de la mairie sur la Gazette ou sur Midi Libre sont incommensurables avec ceux du PS sur la presse nationale. Non, ne dites pas ça. Bah si. C'est évident. Enfin, c'est vrai. Moi, je dis simplement que notre aventure, qui est une aventure humaine, qui est une belle aventure propre dans le monde politique, qui a donné beaucoup d'espoir, bien, je regrette seulement qu'elle n'ait pas donné le même espoir dans les instances des grandes centrales de presse et au niveau de l'État. Parce que la désespérance qui parcourt les Français aujourd'hui, eh bien, nous l'avons rencontrée et quelque part, nous avons su y répondre. Je déplore que nous n'ayons pas eu au niveau national l'écho que nous méritions. Parce qu'on ne l'a pas volé. On ne l'a pas volé. On n'a pas distribué d'argent à la sortie des bureaux de vote.
On n'a pas donné des emplois et des appartements. Nous, on n'a rien donné. On n'a rien promis. Si, le tramway à 1 €. Et surtout de faire de la politique de façon transparente, en utilisant l'argent public avec tact et mesure. Voilà ce que nous avons promis. C'est-à-dire faire notre travail d'élus, tout simplement. Mais vous vous rendez compte où on en est? Quand dire la vérité devient un acte révolutionnaire, vous vous rendez compte dans quel état se trouve un pays? Seulement voilà pourquoi ils n'ont rien dit au niveau national. C'est parce que notre aventure prouve l'exacte situation du pays. Et quand j'écoute tous les grands speakers des émissions politiques, aujourd'hui je me dis mais de quoi ils parlent ces mecs? J'y comprends rien. C'est grave quoi. C'est grave. Bah, la presse nationale s'est simplement comportée comme le PS, c'est-à-dire que pour eux il n'y avait pas d'enjeu et c'était gagné et donc il n'y avait pas matière à faire des articles. Encore une fois, si on a parlé de Marseille, si on a parlé de Béziers, c'est parce qu'il s'y passait des choses, ou il risquait de s'y passer. Ah oui, à Marseille il risquait de se passer des choses. Bah oui, il risquait. Ils ont amené 5 milliards et regardez le score de Menucci. Voilà l'action du PS à Marseille. Non mais ça, que ce soit planté, c'était une autre affaire, mais il pensait... Mais enfin, il fallait pas être grand clair pour comprendre ce qui allait se passer à Marseille quand même. Avec la primaire et l'exemple de la primaire ouverte et du combat Menucci-Samia Ghali, avec le rôle de Guérini qui, il y a 15 jours, lors de la réunion du groupe du Conseil général des Bouches-du-Rhône, a expliqué à tous les vice-présidents du Conseil général qu'il y avait un exemple à suivre dans le Sud. C'était l'exemple de Sorel à Montpellier. Et que d'ailleurs, il était venu me soutenir. Mais comment peut-on dire ça? J'ai été obligé de faire un démenti dans Midi Libre. Monsieur Pauvillon. Oui, Je l'ai dit, Montpellier doit reprendre le dialogue avec toutes les villes du département de l'Hérault et avec toutes les villes de la région. Et on doit avoir des relations serrées, resserrées. Nous avons pour la planète de nombreuses villes jumelles et pour la Méditerranée aussi. D'ailleurs, je pense qu'il faudra à terme avoir une ville jumelle en Italie, parce que nous n'avons pas de ville jumelle italienne. Nous avons Israël, nous avons Bethléem, nous avons Tibériade en Israël, nous avons Bethléem en Palestine, nous avons Tlemcen en Algérie, Fès au Maroc. Nous avons Barcelone en Espagne et nous n'avons pas de ville italienne. Je trouve que ce serait bien de pouvoir, sur l'arc méditerranéen, compter parmi nos villes jumelles une ville italienne. Et puis nous avons Chengdu, Heidelberg, Louisville et d'autres villes dans le monde. Mais c'est bien de faire ça. Mais il faut qu'aussi on soit capable de parler avec l'Odève, de parler avec Béziers, de parler avec Narbonne, de parler avec Nîmes. Il faut les deux. Comme on dit dans l'architecture et dans la ville durable, la grande échelle et la petite échelle, l'échelle des grands équipements et l'échelle de la vie quotidienne. Bien, les relations avec les villes, on peut les décliner de la même façon. Vous l'avez dit, on a manqué de respect par rapport à Montpellier au plan national. Donc partant de là, est-ce qu'on peut imaginer que la 8e ville de France, capitale régionale, disparaisse en tant que telle? Le rapport de la DATAR qui a souvent été évoqué nous indique que quand même il y a une volonté de l'État de réduire les dépenses publiques nationales en faisant seulement 2 grands pôles autour d'Aix-Marseille et de Toulouse. Et donc je ne suis pas étonné si pendant la campagne du candidat du Parti Socialiste, il y a quand même 7 ministres qui viennent le voir, avec 0 € en poche, y compris Madame Fioraso, la déesse du plan campus et des universités. Bon. Donc nous souhaitons que Montpellier soit pris en considération et on se battra pour au niveau national. L'idée d'Anne-Yvonne Lenain, dont vous avez été le suppléant au plan de législative, de se rattacher, d'aller voir du côté des volcans, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je ne l'ai pas lu. Pourtant, on en parle pas mal en ce moment. Je ne l'ai pas vu.
Donc son idée c'était de garder évidemment Montpellier, mais de monter au contraire vers le centre. Un axe Moulins-Perpignan. C'est une vieille voie gauloise qui s'appelle la voie Régordane. Parce que Montpellier a été créé au carrefour de plusieurs voies. Le Lèze, le Camille-Roumieux, le chemin des pèlerins, la voie domitienne, la voie romaine, et une vieille voie autochtone